Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du colorisme. Oui, le colorisme, encore et toujours le colorisme. C'est vraiment un fléau qui est en train de nous tuer, de tuer la communauté noire, mais qui ne veut apparemment pas disparaître, hein, malgré le fait que, voilà, on en parle tous les jours. Les gens apparemment ne veulent pas comprendre. Bref, aujourd'hui, on va décrypter ça tous ensemble. Donc, si ça vous intéresse, restez. Alors, le mot colorisme est un mot qui a été proposé par l'écrivaine et militante féministe américaine Alice Walker dans son œuvre intitulée In Search of Our Mother's Gardens, qui signifie À la recherche des jardins de nos mères, qui a été publié en 1983. Dans cet ouvrage, elle définit le colorisme comme étant l'ensemble des préjudices et traitements de faveur subis au sein d'une même race sur la seule base de la couleur de peau. Donc en gros, c'est quoi? La couleur de ta peau définit ta position dans la société. Plus tu es foncé, moins ta position est importante. Basta. Le colorisme est un phénomène qui s'adresse à toutes les communautés raciales. Petit aparté, je n'aime pas trop catégoriser, mettre les gens dans les cases, etc. en mode race, raciale, machin et tout. Mais le problème, c'est que à un moment donné, il faut appeler un noir, un chat, un chien, un chien, un blanc, un blanc. Donc voilà, je suis obligée d'utiliser le terme communauté raciale pour vraiment bien définir le champ d'application du colorisme. Parce que ce n'est pas juste un phénomène qui ne concerne que les Noirs, ça concerne également les Asiatiques et d'autres communautés dans lesquelles il y a plusieurs différences de couleurs dans la communauté. Donc voilà. Par contre, moi je vais plus m'intéresser par ce phénomène vécu par les Noirs parce que je suis beaucoup plus concernée et que je peux beaucoup plus en dire. Voilà. À cette question, la réponse la plus évidente reste l'esclavage. Enfin, quand tu vas demander à quelqu'un, mais d'où vient le colorisme, les gens vont te dire ça vient de l'esclavage. Sauf que comment est-ce que l'esclavage a concrètement favorisé l'avènement du colorisme quand on sait qu'il a été quand même aboli en 1848 en France et en 1865 aux États-Unis et que le mot colorisme finalement n'a été proposé que beaucoup plus tard en 1983. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que pendant l'esclavage, les esclaves dont la peau était plus claire bénéficiaient d'un traitement beaucoup plus favorable. Une hiérarchie avait donc été établie entre les esclaves et les esclaves dont la peau était plus claire, ainsi que les esclaves, du moins les enfants qui étaient issus de l'union entre un maître blanc et une esclave, généralement c'était des viols, avaient des punitions beaucoup moins douloureuses que les esclaves à la peau foncée. C'est d'ailleurs de cette hiérarchisation que sont nés tous les mots que nous connaissons et employons aujourd'hui. Mulâtre, qui est un enfant qui a un demi-sang noir, Carteron qui possède un quart de sang noir, Octavon qui possède un huitième de sang noir et Chabin qui est une personne qui est issue de l'union entre deux personnes noires à la peau claire. Voilà. Pendant l'esclavage, les esclaves dont la peau s'éloignait le plus du foncé pouvaient avoir plusieurs avantages, hein, comme le fait déjà de ne pas travailler dans les champs et de travailler dans les maisons, la possibilité de libération du statut d'esclave, l'accès à l'éducation, à une alimentation un peu plus correcte que nous autres, l'accès à des emplois un peu plus dignes, etc. Les femmes à la peau claire avaient le privilège d'être courtisées par des blancs et d'en recevoir des compliments et tout ce genre de choses qui jusqu'aujourd'hui sont considérées comme des privilèges. Une fois l'esclavage aboli, officiellement bien sûr, la tendance était déjà lancée et la volonté de vouloir ressembler le plus possible au maître s'est installée au sein même de la communauté noire. C'est un peu tout ce contexte post-esclavagiste que décrit le psychiatre et écrivain Frantz Fanon dans son œuvre Peau noire, masque blanc, dans lequel il décrit sous plusieurs aspects la position que les Noirs prennent vis-à-vis de leur propre couleur de peau et par rapport également à leur rapport avec l'homme blanc. Lui, dans son œuvre, il parle des Antillais, mais en fait, il faut savoir que tout ce qu'il décrit s'applique également aux Africains et à tous les pays dans le monde qui possèdent une communauté noire. En effet, il soulève dans son œuvre le fait que les Noirs cherchent le plus possible à ressembler aux Blancs dans un souci d'intégration et de meilleure considération sociale. Donc en gros, ils acceptent d'être inférieurs parce qu'ils sont foncés et ils cherchent la gloire. Vu qu'ils sont déjà noirs et que génétiquement ils ne peuvent pas vraiment changer leurs conditions, ils vont chercher à s'attribuer les privilèges en adoptant le langage des blancs, en cherchant à se marier à tout prix avec, à avoir des enfants avec, etc. Pour expliquer cette différence, reprenons les définitions.
Le racisme soutient une hiérarchie entre les races et basé sur cette hiérarchie se manifeste par des discriminations. Donc on discrimine une personne ou un groupe de personnes parce qu'on estime que notre race est supérieure à la leur. Le colorisme, quant à lui, soutient une hiérarchisation de la couleur de peau au sein de la même communauté. En gros, la différence se situe au niveau du champ d'application. Le racisme est interracial, tandis que le colorisme est intraracial, tout simplement. Le colorisme se manifeste au quotidien de plusieurs façons différentes. On a d'abord la dépigmentation de la peau. Je suis désolée, mais pour moi, une personne qui décide volontairement de s'éclaircir la peau, c'est une personne qui soutient le fait que être plus clair lui sera beaucoup plus bénéfique. Parce que honnêtement, on ne peut pas prendre autant de risques, faire subir à sa peau autant d'irritation, parce que généralement, ce sont des personnes qui savent très bien quels sont les risques qu'elles encourent en pratiquant ce genre de choses. Juste comme ça, pour un souci d'esthétique ou non. Moi, je pense que ce n'est pas juste l'esthétique, c'est beaucoup plus psychologique. Enfin, pour moi, c'est clairement des personnes qui se disent qu'en étant plus claires, elles auront beaucoup plus d'avantages. C'est clair. Même si ces personnes n'en sont pas conscientes, elles ressentent en elles le besoin de ressembler au maître. On a aussi le calcul du métis. Ce que moi j'appelle le calcul du métis ici, en fait, c'est le fait pour certains noirs de vouloir à tout prix se marier ou au moins faire un enfant avec une personne blanche uniquement, et je dis bien uniquement, dans le but d'avoir des enfants métis. Moi, je ne vais pas aller loin. Moi, j'ai vécu au Cameroun et je ne sais pas, je ne peux pas compter le nombre de fois que j'ai entendu: il faut nous ramener un blanc parce que nous on veut les enfants métis. Non, ce n'est pas ma mère qui dit ça. Mes parents sont beaucoup trop bien éduqués pour dire ce genre de choses. Mais vraiment, ce sont des choses que j'ai déjà entendues, réentendues, re-entendues avant que je ne vienne en France. Ce sont des choses qui sont dans le langage courant. On aurait dit que c'est, je sais même pas, c'est devenu une obsession. Il faut à tout prix que les gens viennent en France, aillent, je sais pas moi, aux États-Unis, en Allemagne, tout ce que vous voulez, pour avoir des personnes blanches à leur disposition avec qui elles vont pouvoir faire des enfants pour que ces enfants-là sortent métis. Voilà, c'est comme ça. C'est ce que moi j'appelle le calcul du métis, c'est ridicule. On a également la misogynie noire qui est exercée par les hommes noirs sur les femmes noires. Parce que, bon, je reviendrai sur ce phénomène dans une autre vidéo un peu plus en détail, mais ce n'est pas du tout rare d'entendre des hommes noirs dire des femmes noires, surtout des femmes plus foncées, non, elle est trop noire, moi je peux pas épouser le genre là. Bref, je vais vous prendre un exemple beaucoup plus concret qui a fait beaucoup parler récemment. Lupita Nyong'o, une actrice d'origine kenyane, a été élue par le magazine People la femme la plus belle du monde. Et pour une raison que j'ignore complètement, ça a fait polémique. Je ne sais pas comment la polémique a commencé, mais ça a fait polémique. Voici un exemple d'un tweet parlant d'elle. Vous-même trouvez votre conclusion parce que je pense que c'est très clair. En gros, c'est parce qu'elle est très noire que ça fait polémique. Donc si elle était plus claire, ce serait passé crème. Tout simplement. Et s'il vous plaît, l'auteur de ce tweet est noir. Ça, c'est la définition parfaite du colorisme. Des exemples, franchement, je peux en prendre des tonnes, des millions et des milliards, mais je crois qu'à ce stade, vous avez déjà tout compris. Bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos avis sur le colorisme en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà vécu des situations pareilles. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, surtout partager. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.